Mon oncle m'a laissé son antiquaire sans valeur, mais la pièce cachée derrière son bureau a tout changé. Le jour du décès de l'oncle Henri a été l'un des jours les plus durs de ma vie. Il n'était pas seulement un oncle pour moi, il ressemblait plus à une figure paternelle, quelqu'un qui avait été là à travers chaque cœur brisé, chaque échec scolaire et chaque moment où j'avais l'impression que le monde ne me comprenait pas. Lorsque son avocat m'a remis l'enveloppe contenant son testament, je me suis préparée à ce qu'elle pourrait dire, mais rien n'aurait pu m'y préparer. À ma chère nièce Juliette, je laisse derrière moi mon bien le plus précieux, les curiosités d'Harold. J'ai regardé ces mots avec incrédulité alors qu'ils résonnaient encore et encore dans mon esprit. Possession chérie? Ce vieux magasin d'antiquités poussiéreux au coin de Maple Street? Il restait à peine à flot, survivant grâce aux touristes occasionnels ou aux voisins nostalgiques qui passaient pour parcourir ses étagères encombrées. Les fenêtres étaient striées de crasse, les planchers en bois gémissaient sous les pieds et l'air intérieur portait toujours une légère odeur de boule à naphtaline et de vieux bois. Comment l'oncle Henri pouvait-il penser que cet endroit avait une quelconque valeur? Alors que je me tenais devant le magasin plus tard dans l'après-midi, regardant l'enseigne fanée au-dessus de la porte, les larmes me montèrent aux yeux, non seulement de chagrin, mais aussi de frustration. Pourquoi m'imposerait-il quelque chose d'aussi peu pratique? Ma vie était déjà assez compliquée. J'ai occupé 2 emplois juste pour joindre les 2 bouts, jonglant avec les factures et les rêves qui semblaient s'éloigner d'année en année. Et maintenant, au lieu de me laisser de l'argent ou même un simple souvenir, il m'a laissé cette relique. Mais l'oncle Henri n'avait jamais rien fait sans raison. Il était méticuleux, réfléchi, délibéré de manière presque exaspérante surtout. S'il croyait que cette boutique signifiait quelque chose, alors peut-être qu'il y avait plus que ce que l'on pouvait croire. Avec une profonde inspiration, j'ai poussé la porte grinçante et je suis entrée. La cloche au-dessus de l'entrée tinta doucement, annonçant mon arrivée dans l'espace faiblement éclairé. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans les rayons du soleil qui traversaient les fenêtres crasseuses. Des étagères bordaient chaque mur, remplis d'objets allant de poupées de porcelaine au visage craquelé à des chandeliers en argent terni. Une vitrine en verre près du comptoir contenait des montres de poche dépareillées et des clés rouillées. Au centre de la pièce se trouvait une longue table couverte de livres jaunis, de figurines ébréchées et d'autres bric-à-brac. Pendant un moment, je restais simplement là, laissant le poids de l'endroit s'abattre sur moi. Des souvenirs revenaient, des après-midi d'enfance passés assis les jambes croisées sur le sol pendant que l'oncle Henri me racontait des histoires sur les objets qui nous entouraient. Chaque pièce, aussi petite ou apparemment insignifiante soit-elle, avait une histoire. Certains étaient drôles, d'autres tragiques, mais tous étaient empreints d'un émerveillement que seul l'oncle Henri pouvait susciter. Mon regard se tourna vers l'arrière du magasin, où un couloir étroit menait à son bureau. Cette pièce m'avait toujours été interdite en grandissant. Les affaires comptent, disait-il avec un clin d'œil chaque fois que je lui demandais pourquoi je ne pouvais pas entrer. Maintenant, cependant, la curiosité me tirait. Peut-être que si je regardais autour de moi, je trouverais quelque chose, une note, un registre ou quoi que ce soit qui expliquerait pourquoi il pensait que cette boutique méritait d'être héritée. La porte du bureau grinça lorsque je l'ouvris, révélant un espace modeste dominé par un lourd bureau en chêne rempli de papier. Des cartes fanées étaient accrochées au mur et une bibliothèque branlante s'affaissait sous le poids des volumes reliés en cuir. Alors que je commençais à trier le désordre, j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos du mur du fond. Il y avait un léger contour gravé dans le plâtre, presque invisible à moins que vous ne soyez suffisamment près pour le voir. Le cœur battant, j'ai appuyé mes mains contre le mur, à la recherche d'une couture ou d'un loquet. Après plusieurs minutes tendues, mes doigts effleurèrent une petite empreinte cachée sous une bande de moulure lâche. J'ai poussé doucement et le mur s'est légèrement déplacé avant de basculer vers l'intérieur avec un léger clic. Derrière le mur du bureau se trouve une pièce cachée, épargnée par le temps. L'air avait une odeur différente ici, plus propre, plus fraîche, et la lumière filtrant depuis une seule fenêtre haute éclairait des étagères sur des étagères d'artefacts, contrairement à tout ce que j'avais vu dans le magasin principal. Ce n'étaient pas des bibelots poussiéreux ou des reliques oubliées, c'étaient des trésors. Les pièces d'or brillaient dans des boîtes doublées de velours, les bijoux complexes étincelaient sous la lumière et les anciens parchemins reposaient soigneusement dans des étuis de protection.
Au centre de la pièce se trouvait un piédestal contenant une petite boîte ornée de symboles que je ne reconnaissais pas. Mon souffle se bloqua dans ma gorge alors que je m'approchais, passant légèrement mes doigts sur la surface lisse de la boîte. Quoi qu'il en soit, cela signifiait clairement quelque chose d'important pour oncle Henri. Était-ce la vraie raison pour laquelle il m'avait laissé le magasin? Avait-il su depuis le début que j'allais découvrir ce secret? Au cours des jours suivants, j'ai été absorbée par la découverte de la vérité. Chaque moment libre était consacré à la pièce cachée, à examiner les artefacts et à essayer de reconstituer leur signification. Certains objets étaient accompagnés de notes écrites de la main soignée de l'oncle Henri, détaillant leurs origines et leur histoire. D'autres restaient mystérieux, leurs histoires enfermées dans le silence. Un soir, alors que j'étais assis les jambes croisées sur le sol, entouré de rouleaux et de documents, j'ai trouvé un journal caché dans un livre évidé. Ces pages étaient remplies de croquis, de phrases énigmatiques et de descriptions détaillées des objets présents dans la pièce. En le feuilletant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait. Estoa buscando respuesta, dis-je, tratando de mantener mi tono firme a pesar del miedo burbujando dentro de mí. Respuesta sobre el corazón de la eternidad. Al oír el nombre, la figura se puso rígida. Por un momento, el silencio se hizo pesado entre nosotros. Luego, sin previo aviso, se abalanzaron hacia adelante, blandiendo su bastón con una velocidad sorprendente. Instinctivamente me agaché, evitando por poco el golpe. La adrenalina me recorrió mientras retrocedia, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Pero antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer otro movimiento, el suelo bajo nuestro pie tembló violentamente. L'ovio polvo del techo y grita formaron telaraña en las paredes. La figura se congeló, su explosión pasó de la agresión a la alarma. Sin decir una palabra, se dieron vuelta y huyeron hacia la oscuridad, desapareciendo tan rápido como habían aparecido. Parecía respirar con dificultad, me quedé clavado en el lugar, esperando que el temblor disminuyera. Cuando finalmente el oído, noté algo nuevo, una sección de la pared se había derrumbado, revelando un pasadizo oculto. Haciendo acopio de valor, entré y el haz de mi linterna atravesó la opresiva oscuridad. El túnel descendía en espiral hacia las profundidades de la tierra, hasta que emergí a una enorme cámara subterránea. En el centro había un pedestal, idéntico al de la habitación oculta del tío Enrique, excepto que este no contenía una caja sino un solo objeto, un fragmento de obsidiana, que brillaba débilmente en la penumbra. Cuando extendí la mano para tocarlo, visión inundarumimante, destello de fuego y destrucción, susurro de poder que corrompió a quien lo empunaban. Jadeando, retiré la mano y el corazón latía con fuerza. Fura elo que fues este fragmento, era peligroso, elo suficientemente peligroso como para que la gente matara o murira por poseerlo. Y, sin embargo, sabía que no podía dejarlo aquí. Si el tío Enrique me había confiado esta búsqueda, entonces era mi responsabilidad llevarla a cabo. Aseguré el fragmento en mi bolso y volví sobre mi paso hasta la superficie. Cuando salí a la luz gris de la tarde, el cansancio pesaba mucho sobre mí, pero no había tiempo para descansar. La brújula ya apuntaba hacia el siguiente destino, un templo hundido frente a la costa de Grecia. El vuelo a Atna fut una confusión de ansiedad y anticipación. Con cada milla que pasaba, sentia el peso de la tarea que tenía por delante presionando. Quienquiera que hubiera enviado esa figura encapuchada detrás de mí no iba a detenerse, y ahora, sabiendo lo que había hecho con el fragmento, entendí por qué. Esta no fue solo una búsqueda del tesoro, fue una carrera contra fuerza mucho mayor de lo que había imaginado. Al llegar a Grecia, contraté a un pescador local para que me levara a las coordenadas marcadas en el mapa. El mar estaba en calma y su superficie brillaba bajo el sol del Mediterráneo, pero debajo de esa belza se escondía el peligro. Según el diario, el templo se hundió hace siglo después de un terremoto catastrófico, levando consigo su secreto. Los buzos habían intentado explorarlo a lo largo del océano, pero ninguno había regresado con vida.
Esta seguro de esto, pregunto el pescador con escepticismo mientras fondeábamos sobre el sitio. Sur rostro curtido presionaba tanto preocupación como curiosidad. No tengo otra opción, respondí, apretando las correas de mi equipo de buceo. Deslizando bajo la sola, descendí a un mundo de color apagado y un silencio inquietante. Banco de peces pasaron rapidamente a mi lado y rayos de sol atravesaron el agua, iluminando fragmentos de mármol y piedra esparcido por el fondo del mar. A medida que nadé más profundo, apareció a la vista el contorno del templo, un complejo en expansión cubierto de coral y alga. En el interior, la arquitectura era impresionante, incluso en su estado de ruina. Estatuas de dios y diosas se alineaban en los pasillos, su rostro erosionado por el tiempo pero aún exudando un aura de majestuosidad. Siguiendo la brújula, navegué por pasillo labríntico hasta llegar a una cámara celada. Talado en la puerta había un símbolo familiar, el mismo grabado en la caja adornada en la tienda del tío Enrique. Usando herramienta de mi cinturón, trabajé minuciosamente para abrir la puerta. Cuando finalmente cedió, entré a una habitación llena de tesoro más allá de la imaginación, estatua de oro, corona con gema incrustada y armas ceremonial adornaban cada superficie. Pero en el centro de todo había un pedestal que sostenía un segundo fragmento idéntico al que había recuperado de Escocia. Mientras él lo alcanzaba, una sombra se movió en el rabillo de mi visión. Al girarme bruscamente, six un par de ojos brillantes mirandom desde la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, surgió una criatura enorme, una bestia parecida a una serpiente con escamas que brillaban como manchas de aceite y colmillos que chorreaban veneno. El pánico se apoderó de mí mientras se lanzaba hacia adelante, obligándome a apartarme del camino. La desesperación alimentó mi movimiento mientras luchaba por evadir a la criatura, usando las ruinas del templo a mi favor. Cada golpe de su cola enviaba ondas de choc que se extendían por el agua, desalojando trozos de piedra y enviando nubes de limo a nuestro alrededor. Justo cuando parecía que escapar era imposible, recordé algo del diario, el sonido podía perturbar a las criaturas que custodiaban esta reliquia. Agarrando una varilla de metal de entre los escombros, la golpeé contra una columna cercana, creando un sonido metálico agudo y resonante. La serpiente retrocedió, momentáneamente aturdida. Aprovechando la oportunidad, agarré el fragmento y salí corriendo hacia la salida, mi pulmón ardiendo mientras el oxígeno disminuía. Saliendo a la superficie, jadé en busca de air, agarrando el fragmento con fuerza. El pescador me ayudó a subir a bordo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué fue eso en el nombre de Dios? Ojalá él lo supiera, murmuré, desplomando en la cubierta. De regreso a tierra, examiné los dos fragmentos uno al lado del otro. Junto, formaban parte de un patrón más amplio, insinuando la forma del corazón de la eternidad. Pero mientras los reconstruía, me di cuenta de que recuperar los fragmentos restantes no solo requeriría habilidad y valencia, exigiría sacrificio que no estaba seguro de estar preparado para hacer. La voz del tío Enrique volvió a resonar en mi mente, era la clave. ¿Qué había querido decir? ¿Estaba destinado a desbloquear el poder del corazón o destruirlo? Con dos fragmentos asegurados y innombrables preguntas dando vuelta en mi mente, me preparé para el siguiente tramo del viaje. El mapa apuntaba ahora hacia el este, a una remota cadena montanosa en Naples, donde los monjes custodiaban el conocimiento antiguo. Pero mientras hacia las Malta, no podía quitarme la sensación de que se me estaba acabando el tiempo. Quienquiera que me estuviera persiguiendo y los fragmentos se acercaban, y en algún lugar muy dentro de mí, temía que cuanto más me acercara a la verdad, más podría perder en el camino. Cuando abordé el avión hacia Naples, el peso de los fragmentos en mi bolso se sintió más pesado que nunca. Cada paso adelante me acercaba a respuesta, pero también a peligro que apenas podía comprender. La fe del tío Enrique en mí era inquebrantable, pero la duda carcomía a mí. Pas seulement d'une collection,
C'était une carte menant quelque part. Mais où? Un passage ressort particulièrement, Juliette doit connaître la vérité, elle est la clé. Mon estomac se retourna en lisant ces mots. Quelle vérité? Que voulait-il dire par « la clé » ? Déterminé à suivre le sentier tracé par oncle Henri, j'ai commencé à faire des projets. Mais plus j'enfonçais le mystère, plus de questions se posaient. Qui d'autre connaissait cette pièce? L'oncle Henri l'avait-il protégée ou cachée à quelqu'un? Et qu'est-ce qui m'attendait exactement à la fin de ce voyage? La première étape m'a conduit dans une ancienne bibliothèque du centre-ville, où j'espérais trouver des réponses parmi les archives. Armé d'une liste de références du journal, j'ai parcouru des tomes poussiéreux et des enregistrements sur microfiches, rassemblant des fragments d'informations. Un nom apparaissait sans cesse, Elias Montereau, un explorateur du XIXe siècle qui aurait découvert un artefact légendaire connu sous le nom de cœur de l'éternité. Selon la légende, le cœur confère un pouvoir immense à celui qui le possède. Je l'ai possédé, mais à un prix terrible. Serait-ce là ce que cherchait l'oncle Henri? Et si oui, pourquoi m'avait-il impliqué? En creusant plus profondément, j'ai commencé à remarquer d'étranges coïncidences. Des gens me regardaient de l'autre côté de la rue, des chuchotements me suivaient dans des endroits bondés. Une fois, je suis retournée au magasin et j'ai trouvé la serrure de la porte d'entrée trafiquée, même si rien ne semblait manquer. La paranoïa s'est installée, resserrant son emprise chaque jour qui passe. Pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter, pas alors que je me sentais si près de comprendre ce pourquoi l'oncle Henri avait tout sacrifié. Une nuit, incapable de dormir, je suis retournée dans la pièce cachée et j'ai ouvert la boîte ornée sur le piédestal. À l'intérieur se trouvait un seul objet, une boussole en métal noir, dont l'aiguille tournait follement malgré le fait qu'elle soit à l'intérieur. Alors que je le tenais dans ma main, une poussée d'énergie m'a parcouru, me laissant étourdie et désorientée. Lorsque la sensation s'est estompée, j'ai remarqué quelque chose de nouveau, l'aiguille avait arrêté de bouger, pointée directement vers le mur. En suivant sa direction, j'ai découvert un autre compartiment caché dans la pierre. À l'intérieur se trouvait un parchemin enroulé attaché par un ruban rouge. En le déployant, il révéla une carte indiquant des emplacements couvrant des continents et des siècles. En bas, écrit dans l'écriture incomparable de l'oncle Henri, se trouvaient 3 mots, « Faites confiance à votre instinct ». Les larmes ont brouillé ma vision alors que je serrais la carte contre ma poitrine. Pour la première fois depuis que j'ai hérité de la boutique, j'ai compris pourquoi oncle Henri m'avait choisi. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir des secrets ou de trouver un trésor, il s'agissait de me prouver que j'étais capable de grandeur, que je pouvais porter le flambeau qu'il m'avait passé. Avec une détermination renouvelée, j'ai commencé à préparer le voyage à venir, à emballer les fournitures, à étudier les notes et à mémoriser les indices du journal. Mais à mesure que la date du départ approchait, le doute rongeait ma détermination. Et si j'échouais? Et si les dangers contre lesquels l'oncle Henri nous avait mis en garde s'avéraient trop difficiles à gérer pour moi? Le matin où j'avais prévu de partir, je me tenais une fois de plus dans la pièce cachée, regardant les artefacts qui m'entouraient. Ce n'étaient pas seulement des objets, c'étaient des pièces d'un puzzle, des fragments d'un héritage laissé inachevé. Prenant une profonde inspiration, j'ai murmuré une promesse silencieuse à l'oncle Henri, « Je finirai ce que tu as commencé », dis-je, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Tout ce qu'il faudra. Et sur ce, je suis parti vers l'inconnu, la boussole au chaud dans ma poche et la carte me guidant. Je ne savais pas que l'aventure qui m'attendait mettrait à l'épreuve non seulement mon courage mais aussi l'essence même de qui j'étais. Le voyage a commencé par un trajet en train jusqu'au premier endroit indiqué sur la carte, un monastère abandonné niché dans les collines brumeuses d'Écosse. Alors que le paysage devenait flou devant ma fenêtre, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que j'étais observé. De temps en temps, j'apercevais quelqu'un s'attarder trop longtemps au bord de ma vision, où j'entendais des pas résonner derrière moi alors que personne d'autre ne semblait être là. Mon instinct m'appelait à la prudence, mais les mots de l'oncle Henri résonnaient plus fort, « Faites confiance à votre instinct ». Lorsque le train arriva enfin dans la petite gare proche du monastère, une bruine froide m'accueillit. Enroulant plus étroitement mon manteau autour de moi, j'ai remonté le chemin sinueux vers la structure de pierre en ruine perchée au sommet de la colline. L'air sentait la terre humide et la mousse, et les seuls bruits étaient le bruissement des feuilles et les cris lointains des oiseaux.
C'était comme entrer dans un autre monde, épargné par le temps. La carte m'avait conduit ici pour une raison, même si je n'étais pas sûr de ce qui m'attendait à l'intérieur de ces anciens murs. Selon le journal, Émile Montfort s'était autrefois réfugié ici même lors de ses voyages. Il avait caché quelque chose de précieux dans ces profondeurs, quelque chose lié au cœur de l'éternité. Mais le trouver ne serait pas facile. Le journal faisait allusion à des pièges et à des énigmes conçus pour protéger tout ce qui se trouvait enfoui sous le monastère. Alors que j'ouvrais la lourde porte en bois, dont les charnières rouillées grinçaient, un frisson me parcourut le dos. À l'intérieur, l'air était saturé de décadence et les ombres dansaient sur les murs tandis que la lumière filtrait à travers les vitraux brisés. Le sol était jonché de débris, de poutres tombées, d'éclats de poterie et de piles de livres pourris. Pourtant, malgré les ruines, il y avait ici un sens indéniable de l'histoire, comme si les pierres elles-mêmes murmuraient des secrets des siècles passés. J'ai sorti la boussole que l'oncle Henri m'avait laissée. Son aiguille tourna sauvagement avant de se diriger vers une direction plus profonde dans le bâtiment. Suivant ses conseils, j'ai parcouru des couloirs étroits et des escaliers en ruine jusqu'à atteindre une pièce pas comme les autres. Son plafond s'élevait au-dessus, soutenu par d'imposantes colonnes sculptées de symboles complexes. Au centre se trouvait un autel fissuré et érodé, mais portant encore de légères traces de feuilles d'or. Au sommet se trouvait un petit livre relié en cuir. Mon cœur s'emballa à mesure que je m'approchais, m'attendant à moitié à ce qu'un piège se déclenche, mais rien ne se produisit. Avec précaution, j'ai ouvert le livre et j'ai trouvé des pages remplies d'écrits énigmatiques et de diagrammes ressemblant à des constellations. En les feuilletant, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un journal intime, c'était un guide pour déchiffrer la partie suivante de la carte. Soudain, un bruit m'a surpris, un grognement sourd et guttural se répercutant dans la chambre. En me retournant, j'ai vu du mouvement dans l'ombre. Une silhouette émergea lentement, le visage masqué par une cagoule. Il portait un bâton surmonté d'un cristal brillant, dont la lumière projetait d'étranges reflets sur les murs. « Qui es-tu » ai-je demandé. Mes valises, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je manquais de temps. Celui qui me poursuivait et les éclats se rapprochaient, et quelque part au fond de moi, j'avais peur que plus je me rapprochais de la vérité, plus je pourrais perdre en cours de route. Alors que je montais à bord de l'avion pour Naples, le poids des éclats dans mon sac me semblait plus lourd que jamais. Chaque pas en avant me rapprochait des réponses, mais aussi des dangers que je pouvais à peine comprendre. La confiance de l'oncle Henri en moi était inébranlable, mais le doute rongeait ma détermination. Et si je n'étais pas assez fort? Et si le cœur exigeait plus que ce que je pouvais donner? Les moines attendaient, leurs secrets cachés derrière des voiles de brume et de prière. Quelque part au-delà d'eux se trouvaient les dernières pièces du puzzle, et peut-être la vérité sur la raison pour laquelle l'oncle Henri m'avait choisi. Mes mains tremblaient alors que je tenais la carte, ses bords usés par une manipulation constante. À ce moment-là, j'ai réalisé que le voyage ne consistait pas seulement à trouver le cœur, il s'agissait de découvrir qui j'étais vraiment. Et même si la peur assombrissait chaque pas, une pensée me faisait avancer, l'oncle Henri croyait que je pouvais le faire. Quel que soit ce qui m'attendait dans les montagnes, je l'affronterais, non pas pour le pouvoir ou la gloire, mais pour l'héritage qu'il m'avait confié. L'aiguille de la boussole se stabilisa, pointant vers l'avant. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis lancé dans l'inconnu, prêt à terminer ce que nous avions commencé ensemble.